Je vais présenter ici une série de cours destinés aux étudiants de L3 de l'Université de Gel euh, autour du module économie numérique et éveil stratégique. Le module économie numérique et éveil stratégique est un module transversal du semestre 5 des licences en informatique, notamment en GIGEL. Lors de ce cours, nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'économie numérique et qu'est-ce que la veille stratégique. Tout d'abord, je vais prendre quelques minutes pour parler du contenu du cours, du plan du module, pas le cours, le module. Comme le titre laisse à penser, ce module se divise en deux très grandes parties. La première partie, c'est l'économie numérique. La seconde partie, c'est la veille stratégique. En ce qui concerne l'économie numérique, on part du principe que le module contient 10 cours. J'ai préféré séparer ça équitablement. L'économie numérique aura 5 cours et l'économie et la veille stratégique aura les 5 cours suivants. Les 5 premiers cours concerneront l'économie numérique, notamment une introduction à ce que l'économie numérique. Nous verrons ensemble aussi qu'est-ce que sont les modèles économiques dans le domaine numérique. Nous verrons aussi l'importance des plateformes numériques et de leur impact économique. Nous verrons aussi l'aspect régulatoire de l'économie numérique. Voilà, toute économie doit être régulée. Et nous verrons comment on pourrait réguler une économie non physique euh, qui se pratique complètement en ligne. Et nous finirons par l'innovation dans le secteur numérique. Une fois que cette partie est clôturée, nous passons à la deuxième partie du module qui est la veille stratégique. Nous allons faire une introduction à ce que c'est que la veille stratégique, comment on peut collecter et traiter de l'information dans le cadre de cette veille stratégique, comment on peut analyser l'environnement concurrentiel, comment faire pour anticiper les tendances et les opportunités dans un certain secteur, et aussi comment mettre en place la stratégie de veille et de gestion de l'information. Ça sera le cours final. Voilà, sans tarder, nous allons directement commencer par le premier cours qui sera divisé en 5 parties. Chaque partie fera approximativement 20 minutes. Chaque cours fera à peu près une centaine de minutes. Il y aura en moyenne 5 vidéos par cours. Donc, 5 fois 10, ce sera une cinquantaine de vidéos pour le cours de ENVS. Comment se retrouver? C'est très simple. Il suffit de voir le numéro de cours auquel fait référence la vidéo et le numéro de partie. Ici, on est au tout début, ce sera le cours 1, partie 1. Voilà. L'intitulé de ce premier cours, c'est l'introduction à l'économie numérique. Je vais vous donner un plan du cours rapide. Le plan du cours, déjà, quels sont les objectifs de ce premier cours? Le but premier est de comprendre ce que c'est que l'économie numérique, c'est quoi le fondement de l'économie numérique. C'est-à-dire que ce sera les définitions, l'historique, etc. Puis nous allons voir comment identifier les principaux acteurs et enjeux de ce domaine. Et on finira par expliquer l'importance de l'économie numérique dans notre monde contemporain. Bon, le plan du cours de ce cours-là se divise en 5 parties. Je m'excuse pour la mise en page ici. La première, c'est l'introduction à l'économie numérique. La deuxième, quelles sont les caractéristiques de cette économie? Qui sont les acteurs principaux dans l'économie numérique? On verra qu'il y a 3 acteurs principaux. Quels sont les principaux secteurs de l'économie numérique? On va faire une petite analyse, méta-analyse de ce qui s'est fait dans le monde et on va dégager quels sont les gros secteurs de l'économie numérique. Évidemment, des secteurs qui sont appelés à évoluer au fur et à mesure du temps. Et au final, quels sont les enjeux et les défis de l'économie numérique? Voilà, donc installez-vous. La première vidéo va concerner une vingtaine de minutes, va concerner entièrement cette introduction. Voilà. Sommaire. On va définir ce que c'est que l'économie numérique dans cette première partie du cours. Quel est le contexte historique de l'économie numérique? Voilà, je vais beaucoup dire économie numérique dans ce cours. Et aussi, quelle est son importance dans le monde actuel. Première définition,
Qu'est-ce que c'est qu'une économie numérique? Euh, Elle se réfère à l'ensemble des activités économiques qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour créer, gérer et échanger des biens et des services. Si dans votre business, vous êtes en train d'utiliser les TIC de manière intensive pour échanger soit des services, soit des biens, donc votre business fait clairement partie de ce qu'on pourrait nommer l'économie numérique. Elle va englober un large éventail d'activités qui sont facilitées, voire rendues possibles par l'utilisation d'ordinateurs, d'Internet et d'autres technologies numériques. Bon, on dirait que même les business classiques aujourd'hui euh, sont, sont facilités par l'utilisation d'ordinateurs. Par exemple, quelqu'un qui va par exemple vendre au détail dans un magasin physique, il va sûrement utiliser un ordinateur pour faire de la comptabilité, pour gérer son stock, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le qualifier de TIC dans ce cas-là? Parce que tout simplement, l'économie numérique, je pense, hein, si on retire l'outil informatique, il ne peut plus être. C'est-à-dire que notre ami qui aurait un magasin de détail, si jamais on lui retire l'ordinateur de son business, tout simplement, il va ressortir les vieux registres, les stylos, et il pourra quand même faire une gestion des stocks et une comptabilité de son business. C'est-à-dire que cela ne va pas le freiner au point où il va fermer le business. Mais une économie numérique, si elle se voit retirer les outils de TIC et les ordinateurs, c'est le business qui va complètement stopper. C'est-à-dire que un business de type Booking.com qui permet la location des hôtels dans le monde particulier à travers Internet, si on lui retire Internet ou les serveurs, Booking.com cesse d'exister, tout simplement. Pareil, un traducteur automatique comme Translate de Google, un service qui est encore gratuit, mais qui a quand même une petite part d'économie numérique parce qu'il permet, à travers une API, de vendre certains services. Euh, ce, Ce service-là, si on lui retire les ordinateurs, la communication, Internet, cesse d'exister tout simplement. Donc, pour identifier est-ce qu'un secteur fait partie ou pas de l'économie numérique, posez-vous la question, est-ce qu'en retirant l'éthique et la technologie, ce business continue à vivre? Si c'est non, ça fait partie de l'économie numérique. Et c'est le contraire, ça fait plutôt partie de l'économie traditionnelle. L'économie numérique, elle va comprendre notamment la vente en ligne, la publicité en ligne, les services de cloud computing, les médias sociaux, la technologie blockchain, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Évidemment, la liste n'est ni exhaustive ni fermée, elle évolue d'année en année. Chaque 2 3 ans, il y a il y a une nouvelle activité qui vient s'ajouter à cette ligne. Par exemple, l'intelligence artificielle est devenue une réalité depuis 2 ans avec ChatGPT, depuis avec Bard, etc. La réalité virtuelle est devenue une réalité que depuis le Quest de Facebook et deviendra encore plus une réalité avec le Vision Pro d'Apple dans le futur. La blockchain n'existait pas il y a 10 ans, c'est devenu une réalité quotidienne. Les gens achètent et vendent de la crypto-monnaie si c'est pour de la cryptocurrency. Ils peuvent aussi émettre des contrats intelligents si c'est pour des contrats, etc. Mais sachez que l'économie numérique est une économie en pleine mutation et évolutive. C'est-à-dire que la vente en ligne, c'est devenu un standard, la publicité en ligne aussi, mais à chaque fois, il y a de nouveaux services qui viennent s'agréger et s'ajouter à cette liste vu l'immense potentiel de progression que permet ce secteur. Cette économie va impacter de manière significative de nombreux secteurs de l'économie, comme le commerce, les services financiers, la santé, l'éducation, la culture, la communication et bien d'autres. Évidemment, dans tous ces services, l'économie numérique rentre et prend de plus en plus de parts et elle va devenir essentielle dans le futur. Comment ça essentiel? Tout simplement, à un certain moment, vous enlevez l'ordinateur, le secteur de santé, ce sera l'ordinateur, le secteur d'éducation, ça sera d'exister tant il est connecté à l'économie numérique. Il pourra renaître traditionnellement, mais ça demanderait un grand changement, dire, philosophique.
En résumé, une économie numérique va représenter l'évolution de l'économie traditionnelle vers une économie où les technologies numériques jouent un rôle central dans la création de la valeur, la croissance économique et l'innovation. Si bien, si je peux ajouter, que retirer l'ordinateur ou retirer la technologie numérique conduirait à l'effondrement du système, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très simple de système qui a été grandement informatisé et qui ne peut pas revenir en arrière. Système bancaire, par exemple. On a l'habitude de voir nos comptes en ligne et d'être alimentés automatiquement, etc. Si demain l'ordinateur cesserait d'exister, il serait très difficile pour les banques de revenir à un système de, de registre, etc. C'est possible, mais ça signifierait la fin de le système bancaire moderne. C'est-à-dire qu'un simple virement bancaire prendrait des semaines parce qu'il faudrait que ça se fasse physiquement. Cette économie a transformé la manière dont les entreprises opèrent et interagissent avec les consommateurs, tout en créant de nouvelles opportunités et en posant de nouveaux défis en termes de régulation, de sécurité et de vie privée. Voilà, c'est la fameuse balance bénéfice-risque. L'économie numérique vient en force et apporte avec elle son lot de défis et, et son lot d'opportunités aussi. On gagne beaucoup, mais la sécurité est de plus en plus menacée par rapport aux données de vie privée, par rapport aux arnaques, etc. C'est des choses qu'on verra plus tard dans le cours. Je vais donner un rapide contexte historique de l'économie numérique. On va commencer par les années 50-60. C'est vraiment là, c'est à la naissance de l'ordinateur qu'on peut situer la naissance de l'économie numérique, parce que le numérique était quasi inexistant avant les années 50. À partir des années 70-80, il y a la révolution de la micro-informatique. C'est l'ère où l'ordinateur a quitté les laboratoires et les grandes entreprises pour rentrer dans les maisons. Et c'est là que a commencé réellement le commerce électronique en touchant le plus grand nombre de citoyens grâce à l'attractivité des ordinateurs qui sont devenus bon marché et assez petits pour pouvoir rentrer dans les maisons. À partir des années 90, c'est l'explosion d'Internet et qui est venu avec. Dans les années 2000, c'est l'avènement des réseaux sociaux et des médias sociaux. Dans les années 2010, c'est l'ère du mobile et de l'Internet des objets, l'IoT. Et à partir de 2020, là, on est dans l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la transformation numérique. Là, ça commence à prendre une courbe, je nommerais exponentielle, parce qu'ici aussi, on pourrait mettre blockchain, cryptocurrencies, etc. On est dans une courbe exponentielle, c'est-à-dire que ce qui s'est fait entre 2010 et 2020 est autant plus important que ce qui s'est fait entre 1950 et 2010. Formaliser ça plus simplement. Voilà, donc on va commencer par les années 50-60. Donc, un petit aperçu, vous avez déjà vu ça en L1, mais un petit rappel qui ne fait pas de mal. L'ère informatique a commencé avec le développement des premiers ordinateurs électroniques dans les années 50-60 et le fameux ENIAC. ENIAC qui pesait plusieurs tonnes et qui prenait le volume d'une très très grande chambre. C'est là qu'on situe généralement la naissance de l'informatique moderne avec l'apparition. Si on pourrait revenir un peu en arrière, euh, vers la machine de Babbage, vers ce que a créé Turing pour casser Enigma, etc. C'était quand même des ancêtres de l'ordinateur, même si ce n'est pas généraliste. C'est quand même des machines électroniques extrêmement sophistiquées pour leur temps afin de régler un certain problème bien spécifique. Donc, ces ordinateurs étaient très coûteux, étaient très grands et ils étaient principalement utilisés par les gouvernements, les entreprises, les universités pour les calculs scientifiques et de gestion, surtout avec la naissance de la guerre froide. Il y avait un début de course à la capacité dans la mesure où les pays ne pouvaient pas rester en arrière par rapport à ce que la préoccupation les experts en technologie ont semé les graines du commerce électronique dès les années 60 avec la création de l'échange de données informatisées, EDI. Donc, dès qu'il y a eu deux ordinateurs quelque part aux États-Unis, tout de suite, il y a eu quelqu'un qui s'est dit, ouais, on doit connecter ces ordinateurs pour qu'ils puissent discuter entre eux. Donc, voilà, le projet ARPA pour pouvoir connecter les ordinateurs de l'armée. Et après, ARPA a été rejoint par l'université
Dès qu'on permettait la communication entre deux personnes à travers un réseau, après les banales bienvenus, salam alaikum, comment allez-vous, etc. On va passer à l'étape supérieure, c'est qu'est-ce que tu as à me vendre, qu'est-ce que je peux te vendre, comment est-ce qu'on peut échanger des biens et des services. C'est humain, dès qu'il y a un chemin de communication, dès qu'il y a une route commerciale, on l'utilise pour échanger plus que de l'information, on échange des biens et des services. Donc, il était tout à fait normal que, avec ces petits réseaux précurseurs, on voyait la naissance du précurseur du commerce électronique. Donc, le système EDI permettait le transfert de données numériques pour les commandes et les factures. C'est le premier exemple de transaction par voie électronique, oui. Deux entreprises étatiques ou plutôt deux structures étatiques ou une structure étatique et une structure privée pouvaient utiliser ces systèmes pour automatiser des bons de commande, des factures, etc. Pourquoi sans privé si c'est possible? Voilà, donc saut dans le temps, on est dans les années 70-80. Il y a la révolution de la micro-informatique qui a permis l'entrée des ordinateurs dans les foyers des citoyens de l'Occident en général. Surtout avec l'apparition de l'Altaïr 8080 et du Apple II. Donc, l'appareil que vous voyez ici, c'est le fameux Apple II créé par Steve Jobs. Et ça a permis à un très grand nombre de personnes d'accéder à la technologie informatique. Le développement du microprocesseur a été un catalyseur majeur pour cette évolution. Oui, parce que les microprocesseurs permettaient une miniaturisation et une faible consommation d'énergie pour un calcul équivalent qui prenait des centaines de watts et des tubes à vide et qui chauffaient beaucoup du temps de l'ENIAC. Là, on pouvait avoir une machine moins gourmande en énergie, moins gourmande en espace et moins calorifique qui pouvait faire autant de calculs. En 69, le docteur Herbold et Jeffrey Wilkins ont créé CompuServe. C'est l'un des premiers services Internet de commerce. Au cours des 2 décennies suivantes, CompuServe est devenu leader de l'emailing. Ils ont également joué un rôle majeur dans le développement du commerce électronique et des services en ligne. Donc, 69, ils ont plus d'ordinateurs connectés, même si c'est à travers des réseaux étatiques, universitaires, etc., mais ils sont de plus en plus connectés. Et évidemment, l'évolution naturelle de tout cela, c'est la mise en place de protocoles qui permettraient la vente et l'achat en ligne. En 79, il y a Michael Aldrich qui invente le commerce électronique dans sa version telle qu'on la connaît aujourd'hui. Son système de vente à distance utilise un téléviseur modifié relié à un ordinateur par une ligne téléphonique. Là, c'est un ordinateur classique. Grâce à cette installation, les acheteurs et les vendeurs pouvaient effectuer les transactions avec une transmission de données sécurisée. C'est-à-dire que tu vois un produit à la télé, tu appuies sur un bouton. Aldrich a eu l'idée de cette technologie alors qu'il discutait avec sa femme de la possibilité de connecter leur téléviseur à leur supermarché afin de pouvoir se faire livrer leurs courses. C'était précurseur, on y est aujourd'hui. Bravo à M. Aldrich pour d'être aussi visionnaire. La contribution d'Aldrich a planté les bases du commerce électronique. Euh, Dans les années 80, 90 plutôt, il y a l'explosion d'Internet. Et la personne que vous voyez en bas à droite est très connue du monde informatique, c'est Tim Berners-Lee qui va proposer le World Wide Web, le WWW. C'est le protocole qui vous permet aujourd'hui aussi encore de regarder des pages web sur vos navigateurs. Parce qu'il faut savoir qu'un navigateur qui affiche des pages web n'est qu'une petite partie d'Internet. Internet permet beaucoup de choses à travers beaucoup de protocoles. Le FTP, le HTTPS, le HTTP, tout ce qui est transport de la voix et de l'image, etc. Un sous-ensemble de ce réseau, c'est le www qui permet à travers le langage HTML, etc., d'afficher des pages web sur un logiciel spécialisé qu'on appellera un navigateur. Ça, le navigateur est la réponse au grand public, comment naviguer simplement sur Internet. On va dire que peut-être que la grosse invention, c'est le lien hypertexte, le lien sur lequel on clique pour aller vers la page. Ça, c'est une idée toute simple, mais qui est révolutionnaire et qui a permis de démocratiser aussi Internet. Dans les années 90, il y a Tim Berners-Lee qui permet la création des sites web en proposant son protocole www.
Et il y a des entreprises comme Amazon, eBay et Google qui ont vu le jour quelques années plus tard parce que ce protocole permettait une accessibilité facilitée aux personnes. En 92, il y a M. Stack qui a créé le Bookstack Unlimited, la première librairie en ligne. Donc, cette entreprise va utiliser un protocole qu'ils appellent le Built-in Board System. C'est un système par modem relié à des lignes téléphoniques pour échanger des messages. En 1994, elle passe à Internet et devient connue sous le nom de Books.com. Inutile d'inventer des protocoles, c'est un protocole plus général qui existe, qui est Internet. Donc, ils ont sûrement modélisé, implémenté leur protocole de bulletin board system sur Internet et ça a sûrement fonctionné très bien, ce qui permet, je suppose, de vendre, de louer des livres en ligne ou en version électronique, je suppose. Donc, on a Amazon et eBay qui ont tous deux été lancés en 1995, bien qu'Amazon a été conçu à l'origine comme une librairie en ligne. Il est devenu le plus grand magasin de détail en ligne pour une large gamme de produits. Donc, il est inutile de présenter Amazon. Aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas un seul humain qui ne connaît pas Amazon. eBay, je ne sais pas, peut-être que vous êtes trop jeune pour avoir connu eBay, mais eBay, c'est un site qui a été créé en tant que site d'enchères en ligne. Il reste à ce jour l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique. À quoi sert eBay? Vous avez un objet à vendre, vous le proposez à eBay, voilà, par exemple, cette souris, vous la proposez à eBay, vous dites que les enchères commencent à 1000 dinars, et puis il y a les gens qui viennent et commencent à surenchérir. Quelqu'un te dit, ouais, moi j'apprends à 1000, quelqu'un d'autre te dit, ouais, je la prends à 1100 dinars, l'autre te dit, je la prends à 1200, etc. Vous mettez un, un temps imparti illimité, vous dites que voilà, dans 24 heures, j'arrête mon enchère. Et après 24 heures, ça va s'arrêter au niveau de celui qui a donné la plus grosse somme d'argent pour votre objet. Et vous pouvez vendre comme ça votre objet. C'est malin. La technologie permet à beaucoup de gens de pouvoir enchérir. C'est autant bien pour celui qui met un produit aux enchères que pour ceux qui veulent acheter des produits aux enchères. Il y a plus d'offres pour ceux qui veulent enchérir et il y a beaucoup d'acquéreurs pour ceux qui veulent mettre aux enchères. En 98, il y a le service de paiement électronique PayPal euh, qui a été créé sous le compte de Confinity. Donc, elle a été rebaptisé PayPal en 2001 après avoir fusionné avec X.com, la société de banque en ligne Elon Musk. Bon, X.com aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'autre. C'est devenu Twitter. Je crois que Elon Musk a beaucoup de projets pour X.com. Je crois savoir qu'il voudrait créer une plateforme où l'américain ou l'occidental pourrait tout faire, pourrait acheter, louer, se déplacer, etc. Le but, c'est de remplacer Uber, remplacer Amazon, remplacer Le Bon Coin, remplacer pas mal de, de services en un seul service. Il s'inspire de WeChat, une application chinoise qui sert justement à unifier tout ça dans une seule application. Donc aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de comptes PayPal actifs. La plateforme gère 24 devises bancaires différentes. Un autre marché Une autre place de marché massive a vu le jour dans les années 90, c'est Alibaba, côté chinois. Lancé en 99, ce site de vente au détail était une entreprise rentable dès le début des années 2000 et est encore utilisé par de nombreuses personnes aujourd'hui pour le commerce en ligne. C'est tout à fait normal. Année 2000, avènement des réseaux sociaux et des médias sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Et, et la première chose qui ont permis ces plateformes, c'est un business de la publicité qui est extrêmement grand. C'est-à-dire que les entreprises commençaient à s'arracher ce qu'on appelle nous le temps de cerveau des gens qui utilisaient ces réseaux et Facebook et les autres services web vendaient ce temps de cerveau aux entreprises. Quand je dis entreprise, on imagine de grosses entreprises, mais ça peut être une entreprise modeste. Aujourd'hui, on peut voir des simples pizzerias acheter du temps de publicité sur Facebook. Euh, c'est ce qu'ils appellent plus communément le sponsoring. Tu dis, ouais, j'ai sponsorisé sur Facebook. C'est en fait un marché aux enchères, hein. Le temps de cerveau des clients sur, sur Facebook, il est mis aux enchères celui qui veut payer le plus. Voilà. Aujourd'hui, on voit des réseaux sociaux
Facebook qui ouvre carrément des marketplaces au niveau de leur application. C'est-à-dire que les gens proposent et les ont mis la mise en relation. Voilà, en 2010, il y a l'IoT. IoT, un smartphone est un IoT, hein, voilà, c'est un objet, c'est un objet pour moi, un smartphone. Même si aujourd'hui on le compare plus à un ordinateur, mais il est avant tout un IoT. La prolifération des smartphones et tablettes a permis une connectivité constante à Internet, stimulant l'adoption d'applications mobiles et de services basés sur la localisation. Parallèlement, l'Internet des objets a émergé, connectant aux appareils des objets du quotidien à Internet. Aujourd'hui, en Occident, il n'est pas rare de trouver des machines à laver connectées, des téléviseurs connectés, des réfrigérateurs connectés, des systèmes de chauffage connectés, une clim connectée, toute une maison connectée en réalité, hein. C'est-à-dire qu'en démarrant de votre travail, vous pouvez très très bien, à travers votre application mobile, démarrer le chauffage 20 minutes avant votre arrivée pour que lorsque vous arriviez, la maison soit réchauffée. Vous pouvez lancer la lessive une heure avant que vous arriviez à la maison, comme ça, quand vous arrivez, vous allez directement étendre le linge pour pas qu'il y ait de mauvaise odeur, par exemple. Vous pouvez avoir un frigo qui va vous envoyer un SMS ou une notification pour vous dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de- de poisson, il n'y a plus de salade. Enfin, bref, c'est en train d'envahir les objets du quotidien. Les voitures aussi sont connectées aujourd'hui. Je crois savoir que avec Tesla, si vous tombez en panne, l'assistance directe avec quelqu'un de Tesla. Et les Mercedes aussi proposent ça. Ils proposent carrément de vous envoyer un dépanneur grâce à une géolocalisation satellite. Bref, tous les objets du quotidien deviennent de plus en plus euh, connectés Voilà, donc maintenant on va parler de notre ère présente, c'est 2020 et au-delà. On est dans la troisième année de la décennie 2020. L'intelligence artificielle et la transformation numérique. Vous avez vu en 2022 l'essor des chats GPT, des bardes, des langages de modèles, Lama, etc. On voit clairement qu'il y a là l'amorce de quelque chose de vraiment très grand. Il y a l'amorce de quelque chose qu'on arrive difficilement à anticiper. Beaucoup disent qu'il va y avoir de la destruction de travail dans tout ce qui est cérébral. Ils disent qu'on va plus avoir de journalistes, on va plus avoir d'artistes, on va plus avoir de présentateurs, peut-être qu'on va plus avoir de profs, tant l'IA générative, telle qu'on l'appelle, est devenue prépondérante et de plus en plus qualitative. Bon, elle n'est pas encore arrivée au point où elle remplace des métiers hautement spécialisés de type codeur, de type designer, même prof pour l'instant. C'est pas encore le cas. Il est faux de croire que c'est le cas aujourd'hui. Cependant, c'est l'inconnu, on ne sait pas à quelle vitesse tout ça va progresser et il est possible que ce que je dis aujourd'hui soit périmé très rapidement. Voilà, donc ça c'est pour l'essor de l'IA. Pour moi, ça reste encore grandement énigmatique ce que nous réserve l'IA dans le futur. Tout ce que je peux savoir, c'est tout ce que je sais, tout ce que je vois, c'est que ça va évoluer très rapidement. On a aussi la blockchain qui existe depuis 2009, qui permet la cryptocurrency, qui permet la possession d'argent sur Internet sans qu'aucun organisme ne peut centraliser la gestion de cette blockchain. C'est-à-dire que, bon, on parle d'argent, mais on peut parler aussi de contrats, on peut en parler aussi de stockage, etc. Donc, les citoyens peuvent organiser la structuration d'un certain type de ressources ou de données sans avoir besoin d'une centralisation de la part d'un régulateur de type gouvernement, entreprise ou association. C'est ça que ce que ça veut dire concrètement. Pareil, qu'est-ce que cela signifie dans le futur? On peut imaginer que cela voudra dire que les contrats n'auront plus besoin d'avoir des notaires pour pouvoir être validés. C'est-à-dire que deux personnes peuvent contracter un contrat entre elles sans être obligées de passer par un notaire. Par exemple, une vente d'une maison se ferait par un contrat en ligne, enfin un contrat sur blockchain, où il est impossible de passer le contrat à la place de quelqu'un d'autre. Pareil, peut-être qu'on n'aura plus besoin de d'agents civils pour enregistrer des contrats de mariage. Peut-être dans le futur, deux personnes peuvent se marier sans passer par l'État.
état civil, ils peuvent juste émettre un contrat sur la blockchain. À chaque fois qu'un enfant naît, on va émettre son certificat de naissance sur une blockchain. On ne pourra plus l'altérer, on ne pourra plus l'enlever. Au décès de la personne, on va émettre un certificat de décès, etc. Donc, pareil pour le cadastre, pour les propriétés des terres, etc. Il suffirait de consulter une blockchain pour savoir à qui appartient un terrain particulier et on pourrait utiliser cette même blockchain pour acheter, vendre ce terrain. Voilà, donc ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie déjà que ça coûtera moins cher, on n'aura plus à payer des notaires, etc. pour le faire. Une certaine décentralisation avec tous les dangers que ça peut mener parce que la centralisation est parfois nécessaire euh, pour éviter le chaos. Comment tout ça va évoluer, je n'en sais rien. Il y a aussi le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, surtout avec la venue des Quest et surtout avec la démonstration technologique du Vision Pro d'Apple. On ne sait pas où ça va. Ça semble être quelque chose de vraiment technologiquement très avancé, qui reste encore très cher pour l'année 2024-2025. Mais on peut être confiant sur le fait que la technologie a toujours su faire baisser les prix très rapidement. J'anticipe qu'en 2030, un casque de réalité virtuelle deviendra un outil standard pour les humains. Il y a aussi l'émergence des technologies 5G, pouvoir télécharger des téraoctets en quelques secondes dehors. Tout ça, c'est des choses qui vont vraiment bouleverser l'humanité lors de la décennie 2020, à mon avis. Donc, l'économie numérique a radicalement transformé la manière dont les entreprises opèrent, dont les marchés fonctionnent, dont les consommateurs consomment et interagissent avec les produits et les services. Elle a créé de nouvelles opportunités commerciales tout en posant des défis en termes de sécurité de données, de protection de la vie privée et de la réglementation. Cette évolution rapide continue d'avoir un impact majeur sur l'économie mondiale et la société. Maintenant, je vais clôturer cette première lecture par l'importance de l'économie numérique dans le monde actuel. Euh, voilà, donc l'importance de l'économie numérique, je ne vais pas vous cacher qu'elle varie d'une région à une autre. L'Afrique, il y a moins d'économie numérique en Afrique qu'en Asie ou qu'en Europe ou qu'aux États-Unis, c'est clair. Mais elle joue un rôle significatif dans le développement économique et social à l'échelle mondiale. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas une région dans le monde qui n'a pas été impactée par l'économie numérique, même si son importance varie. Bon, voici quelques données factuelles sur l'importance de l'économie numérique dans différentes régions du monde. Les États-Unis, on a les fameux GAFAM, qui sont considérés comme les leaders mondiaux dans l'économie numérique grâce à Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il faut dire Facebook, il faut dire Meta, mais GAMAM, c'est moins sexy que GAFAM, je suppose. On va garder GAFAM. Il y a aussi le secteur des technologies de l'information et de la communication qui représente une part importante du PIB américain avec une contribution de plus de 10% en 2020. Je vais vous dire qu'elle est arrivée à 10% en 2022. Il y a aussi l'économie numérique qui soutient des milliers d'emplois dans le pays, notamment dans la Silicon Valley. Voilà. En Chine, nous avons aussi le fameux Batax, je pense qu'il s'appelle ça le Batax. C'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, les BATX, les Batax, voilà. Donc, la Chine est le plus grand marché Internet du monde avec plus d'1 milliard d'utilisateurs en 2021, soit 70% de sa population. Il y a de grandes entreprises chinoises comme Alibaba, Temu, Tencent, Huawei, etc., qui ont acquis une renommée mondiale en tant qu'acteur majeur de l'économie numérique. Il y a aussi le commerce électronique en Chine qui est en plein essor. On parle de 2000 milliards. C'est un chiffre qui est extrêmement élevé. C'est 10 fois le PIB algérien, par exemple. 2000 milliards en 2022, rien qu'en économie numérique. L'Union européenne n'est pas en reste, même si elle se contracte un petit peu. C'est le vieux continent. Il n'arrive pas à garder l'allure face à la vitesse des Américains et des Chinois, mais il résiste quand même avec des sociétés telles que Spotify, Booking, SAP, etc. Le commerce électronique représente quand même 12% des ventes de l'UE, c'est-à-dire que l'Européen est majoritairement mieux connecté et plus connecté qu'un Américain. Et l'Union européenne met en œuvre des initiatives de marché unique numérique pour stimuler la compétitivité dans sa région. C'est tout à fait légitime. En Inde, on va immerger des acteurs majeurs du numérique.
avec une forte croissance et du nombre d'utilisateurs Internet et smartphones. C'est un pays qui a plus de 1,5 milliard d'habitants. Forcément, c'est un marché. Le secteur de la technologie de l'information et des services informatiques est un moteur clé de l'économie indienne qui génère des revenus très importants qui emploient des milliers de personnes. Des millions, je dirais, de personnes. Il y a des entreprises comme Tata et comme Infosys qui ont une présence mondiale. En Amérique latine, elle connaît aussi une croissance très rapide d'Internet et des médias sociaux et qui crée aussi des opportunités pour le commerce électronique et la publicité en ligne. Le Brésil et le Mexique qui sont parmi les plus grands marchés numériques de la région et même du monde. Le Mexique et le Brésil commencent à devenir de très très gros pays en termes économiques et ils s'approchent du top 10 avec une toute pénétration élevée des smartphones. Les entreprises technologiques latino-américaines comme Mercado Libre jouent un rôle clé dans le développement de l'économie numérique de la région. Malheureusement, les sociétés en Amérique latine ne sortent pas trop de l'Amérique latine. Elles sont très hispanophones, orientées pour les hispaniques. Ils n'ont pas réellement d'aura internationale. On a finalement l'Afrique qui est en train d'essayer de rattraper son retard en matière de connectivité à Internet avec une croissance rapide d'utilisateurs de smartphones et d'accès à Internet. Il y a les services financiers numériques, comme les paiements mobiles qui se développent rapidement en Afrique. On est étonné de voir des pays comme le Rwanda, comme le Botswana, comme le Mozambique, qui sont en train de passer au tout paiement mobile. Et parce que voilà, il y a certains besoins là-bas, l'insécurité les pousse à ne pas posséder de l'argent liquide sur eux. De préférence, il vaut mieux l'avoir sous forme numérique sur le téléphone portable, etc. Il y a des initiatives qui visent à développer l'infrastructure de connectivité, telles que l'initiative Africa Connect, qui sont en cours pour stimuler davantage l'économie numérique sur le continent. Voilà, donc je vous présente une petite map qui va présenter les pays selon deux axes. Il y a ici la vitesse du pays, comment il avance vers les transformer pour sa transformation numérique. Ici, c'est les pays qui sont les plus rapides dans leur transformation numérique et ici, c'est les pays qui sont les moins rapides dans leur transformation numérique. Et là, dans l'axe des Y, nous avons, entre guillemets, on va dire, l'indice d'évolution du pays. Donc, ici, c'est les pays qui sont les moins rapides dans leur évolution numérique et qui sont les moins bien classés sur l'échelle numérique. Et là, nous avons les pays qui sont les plus rapides, qui sont les plus connectés. Donc, on a des pays comme les Émirats qui ont un très bon indice numérique et qui, quand même, continuent à performer très fort dans le secteur. Nous avons aussi l'Arabie Saoudite qui, depuis 5 6 ans, commence à changer drastiquement sa politique vis-à-vis du numérique et de l'économie en général. Nous avons ici des pays qui ont, entre guillemets, quasiment terminé leur transformation numérique. Nous avons des pays comme la Norvège, la Corée du Sud, la Suède, le Danemark qui ont des indices extrêmement élevés en termes de- d'indices d'économie numérique. Mais voilà, ils sont arrivés à ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à évoluer extrêmement rapidement euh, qu'avant. Voilà, ici nous avons des pays qui avancent très très rapidement dans leur évolution numérique. Il faut savoir que tous les pays qui sont là vont monter, vont monter, vont finir par monter, vont finir par exploser leur score DEI. Donc on a le Kenya, les pays africains comme le Kenya, comme le Nigeria, comme l'Inde, comme le Maroc, etc. Et nous aussi voilà, qui pouvons faire mieux, mais je pense que voilà, c'est 2017, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt de ce côté-là. Nous sommes plutôt de ce côté-là que le Maroc, l'Indonésie et le Mexique. Nous avons amélioré grandement depuis 2017 notre indice économique en termes d'économie numérique avec la venue d'acteurs comme Jumia, comme Yassil, ça commence à venir tout ce qui est paiement en ligne, etc. Et je pense que nous sommes plutôt dans ces eaux-là. Et le mieux serait d'augmenter de plus en plus notre indice TEI. Voilà. Les plus mauvais élèves de la région seraient l'Égypte, la Grèce, le Pakistan, voilà, qui prennent leur temps en direct. Voilà, je termine là la première partie du cours 1 et je vous demande de me rejoindre
pour la partie 2 qui va succéder directement à celle-ci. Je vous remercie et à plus tard.